nous sommes en train de vivre dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on pouvait vraiment trouver des solutions. Il y a la forte circulation des armes et des munitions. Il y a les militaires indexés qui ravitaillent jusqu'à Kumbo et jusqu'à Andop. Vous dites quoi, les militaires Je dis, il y a les militaires et nous avons un jugement. C'est un document public. Jeudi 21 septembre 2017, 8h30 précise, sous un ciel lourd de la région nord-ouest camerounais, l'enfer s'abat sur Bamenda. Au Hospital Roundabout, à terre grouillante, près de l'hôpital et du marché quotidien. Une bombe artisanale, un engin rudimentaire chargé de clous et de haine explose au passage d'une patrouille de police innocente. 3 agents, pères de famille, héros du quotidien, sont projetés dans un tourbillon de feu et de métal, chair déchirée, os brisée, hurlements étouffés par la fumée âcre qui envahit les ruelles. L'un perd une jambe, un autre agonise des heures avant l'hôpital. Le troisième, visage mutilé, portera à vie les stigmates de cette aube maudite. Les badauds, marchands de beignets et mains pressées, s'effondrent en sanglots, courant vers les corps tordus, mains tremblantes, ramassant des lambeaux d'uniformes bleu foncé imbibés de sang frais. Non loin, au cœur du grand marché de Bamenda, une seconde explosion déchire l'air chargé d'épices et de cris joyeux d'enfants. Des étals de manioc et de bananes volent en éclats. Projectiles mortels fauchant 2 policiers supplémentaires dans une patrouille voisine. Bien que les chiffres officiels parlent des 3 blessés cumulés, les témoins oculaires pleurent. 5 âmes touchées, dont un civil aux jambes arrachées gisant dans une mare rouge au milieu des ignames éparpillés. Les activistes sécessionnistes ambazoniens revendiquent, criant vengeance contre la francophonisation. Mais c'est le peuple neutre et terrifié qui paye ici la première facture sanglante. Pis encore, ce même jour, au sud-ouest, des flammes lèchent les murs innocents d'écoles primaires à Kumba et Boya. Des activistes, visages masqués de rage, versent l'essence sur les salles de classe vides. Et heureusement, les grèves scolaires ont sauvé les petits corps. Mais les cahiers noircis, pupitres calcinés, pleurent une génération déjà orpheline d'avenir. Couvre-feu immédiat décrété par le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique. Mais la peur s'installe, froide comme un linceul, dans les cœurs des millions d'anglophones. Yaoundé donne terrorisme. Paul Biya ordonne renfort, ignorant que cette étincelle allume un brasier économique qui dévorera des milliards et des vies. Ce 21 septembre-là, murmure, la paix est morte, vive le business du sang. Il y a 2 individus, politiciens de haut vol, qui ont été cités dans cette affaire. Non, 2 politiciens. J'ai dit 2 politiciens d'un Kambé, Parce que leur rôle serait cités quoi? dans ce dossier. Oui, comme quoi, en tant que quoi? Comme ceux qui sont en train de financer certains ambassadeurs au nom du comité de vigilance. Et ils étaient absorbés par les militaires. Et on les trouvait avec la tenue militaire. 1er octobre 2017, le ciel est lourd sur les régions anglophones du Cameroun. Une date symbolique, une date chargée d'histoire, une date qui, ce jour-là, bascule dans le sang. À Bamenda, Boya, Kumba, Kumbo,
des foules se rassemblent. Des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants parfois serrés contre leur mère. Ils marchent, ils chantent, ils crient des slogans, ils brandissent des drapeaux bleus et blancs frappés d'une étoile, symbole d'un projet politique porté par certains groupes séparatistes anglophones proclamant ce jour-là une prétendue indépendance. Les manifestations sont illégales, interdites par les autorités camerounaises. Mais elles ont lieu massivement, défiant l'État. Et l'État répond. Les balles remplacent les champs. Très vite, les forces de sécurité sont déployées. Gendarmes, policiers, unités anti-émeutes. Les ordres sont clairs. Empêcher toute proclamation, disperser les foules. Puis, les premières détonations. Des tirs à balles réelles. La panique éclate. Les champs se brisent. Les corps se tordent. Des manifestants s'effondrent sur l'asphalte. D'autres fuient en hurlant. Des parents cherchent leurs enfants dans la confusion. Selon Amnesty International, au moins 20 civils sont tués ce jour-là dans différentes localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des organisations locales parlent de bilans plus lourds encore, impossible à vérifier précisément dans le chaos. Ce qui est certain, c'est que des civils non armés ont perdu la vie, des hommes abattus en pleine rue, des jeunes touchés alors qu'ils couraient, des familles marquées à jamais. Ce 1er octobre, la revendication politique laisse place à une réalité brutale. La mort s'est invitée au cœur des villes dites anglophones. À Kumbo, la violence atteint un autre seuil. Dans la confusion générale, la prison locale est incendiée. Les circonstances restent floues. Affrontements, ripostes désordonnées, panique collective. Les flammes envahissent le bâtiment. Les portes cèdent trop tard. 5 détenus meurent brûlés vifs. 5 vies enfermées, piégées par le feu. Leurs cris, selon les témoins, résonnent dans la nuit avant d'être étouffés par la fumée épaisse. Ils ne sortiront jamais. Le lendemain, les murs noircis de la prison deviennent un symbole, celui d'un état dépassé, d'une situation hors de contrôle et d'une spirale de violence qui commence à s'auto-alimenter. On vous parle des armes de poing. Les AK-47, nouveaux cris. Le Cameroun n'a jamais été doté même par ces genre d'armes. Trouvez ça où? Dans le domicile de ces individus qui ont dénoncé le député et le maire, disant que le maire, ce sont eux qui les ont donné ces armes. Ces armes ont été saisies. Et ils ont cité le maire et le député n'ont jamais été inquiétés. Novembre 2017, le conflit anglophone du Cameroun, déjà ancré dans la peur et la méfiance, prend une tournure plus sanglante encore, plus impitoyable. Les premiers affrontements directs visent les forces de l'ordre, gendarmes et policiers, deviennent cibles des attaques des hommes et femmes qui ne demandaient qu'à protéger leur communauté.
à Bamenda. Des embuscades coûtent la vie à 2 gendarmes exécutés au milieu de la ville comme un rappel terrifiant que personne n'était en sécurité, pas même dans la capitale régionale. Dans le sud-ouest, 4 soldats tombent sous les balles des séparatistes, leur corps laissé sur les routes. Un avertissement macabre pour tous ceux qui osaient encore circuler librement. À Otou, 2 policiers sont abattus, le sang se mêlant à la poussière rouge des collines. Mais la riposte gouvernementale transforme ces attaques militaires en tragédies civiles. Les villages deviennent des champs de ruines. Des maisons sont incendiées sous prétexte de traquer des assaillants. Des fermes et marchés brûlent, laissant des familles entières sans toit, sans bétail, sans nourriture. Les premiers massacres civils apparaissent et ce qui devait être des opérations ciblées se transforme en punition collective où les innocents payent pour les crimes qu'ils n'ont pas commis. C'est dans ce climat que le tissu social se déchire. Les écoles ferment. Les marchés sont désertés, les routes abandonnées, par peur des embuscades. Les villages ne sont plus que des spectres de ce qu'ils étaient, des lieux où le souffle de la vie a été remplacé par le vent chargé de cendres et de désespoir. Les témoignages sont déchirants. Des mères enterrent leurs enfants sous la pluie, des pères jetant les restes de leur maison dans les rivières pour fuir. Des familles s'entassent dans des camps de déplacés improvisés. Des milliers d'âmes perdues, marchant sans destination, errant dans l'exil intérieur. Ces mois-là, la guerre devient plus qu'un conflit politique. Elle devient un spectre qui hante les nuits et les jours. Un rappel constant que la sécurité et la paix ne sont plus que des souvenirs. Un luxe que personne ne peut se permettre. Ces garçons trouvaient avec les munitions, la tenue de billes, avec tous les travail et tout ça, qui travaillent dans le poste de 52 BIM. On les a trouvés. Il y a des images, des civils avec, et ils se disent sont les membres du comité de village avec la tenue militaire, les armes et tout ça. 30 octobre 2018, c'était un jour ordinaire, ou du moins le semble-t-il, pour Charles Wesco, un missionnaire américain venu au Cameroun pour enseigner, aider, soigner. Apporter un peu de lumière dans un pays déjà en proie à la peur et à l'angoisse. Mais ce jour-là à Bamenda, le chaos a décidé de s'abattre sans avertissement sur l'innocent. Le missionnaire, connu et respecté dans sa communauté pour sa bonté, fut pris au piège des affrontements croisés entre forces gouvernementales et séparatistes. Des échanges, des tirs éclatent dans les rues. Des balles sifflent et frappent. Et le calme de la matinée se transforme en un enfer vivant. Charles Wesco est retrouvé gravement torturé selon les rapports locaux. Les traces de violence et de brutalité sur son corps témoignent d'un acharnement qui dépasse l'entendement. Il meurt avant que quiconque puisse lui porter secours. Les motivations exactes restent obscures. Simple victime du hasard de la guerre, otage d'une violence aveugle, au symbole de la vulnérabilité de ceux qui restent neutres dans ce conflit. Le mystère et l'horreur ne font qu'accroître la tragédie. Les conséquences ne s'arrêtent pas à sa mort. L'événement renforce la peur dans la ville, dissuade d'autres bénévoles et humanitaires de venir et plonge la communauté locale dans un deuil silencieux mais lourd
où chaque coin de rue rappelle la violence et l'impuissance. Les échos de ces jours résonnent encore. Bamenda n'est plus un lieu sûr, même pour ceux qui n'ont jamais pris les armes. La nuit du 8 novembre 2017 fut sombre pour Bamenda. Une ville qui jusque-là n'était encore qu'un centre politique de contestation. Cette nuit-là, des séparatistes anglophones attaquèrent un poste de gendarmes, tuant au moins 2 membres des forces de sécurité dans une embuscade nocturne qui marqua un tournant brut dans le conflit. La lutte armée avait commencé en pleine ville. Ce fut un moment où la violence n'était plus confinée aux routes sinueuses et aux forêts profondes. Elle avait pénétré les rues animées d'une ville qui croyait encore à la paix. 2 hommes qui avaient peut-être rêvé des familles réunies, de dimanches paisibles, ne rentraient jamais chez eux. Leurs familles apprirent seulement au matin que leur dernier regard avait été tourné vers l'obscurité d'une embuscade mortelle. Je pense que le président Paul Biya aurait pu lui-même, s'il voulait vraiment être celui qui apporte la paix, prendre les choses en main lui-même et aller sur le terrain, se battre pour que la paix revienne. Ça n'a pas été fait malheureusement aujourd'hui. On a ces enfants qui meurent encore du fait donc des errements de ceux qui nous dirigent. Puis vint le 5 novembre 2018, la veille de la prestation de serment du président Paul Biya, un jour que beaucoup attendaient avec appréhension, mais jamais avec la terreur qui s'était abattue sur Bamenda. Dans l'internat de la Presbyterian Secondary School, 71 enfants âgés entre environ 5 à 17 ans furent arrachés à leur sommeil. On parla d'hommes armés non identifiés, souvent attribués aux séparatistes anglophones connus sous le nom de Amba Boys, qui vinrent dans la nuit, brisant les portes et emmenant ces jeunes filles vers l'inconnu. Avec eux, le principal de l'école, un enseignant et un chauffeur disparurent aussi dans l'obscurité. Et après 8 jours d'un cauchemar sans fin, ces enfants furent libérés. Mais la liberté avait un goût amer. Ils revinrent physiquement vivants, mais psychologiquement marqués à jamais, témoins muets de ce que la guerre pouvait faire à l'innocence. L'État célébra leur retour, mais dans les foyers des familles, des cœurs étaient desséchés, des nuits devenues des chambres sans sommeil. Ces jours de souffrance capturés dans les regards perdus des enfants ont financé, directement ou indirectement, le cycle obscur de l'économie de la guerre, car des rançons et pressions financières sont souvent liés à ces kidnappings massifs. Et quand on attrape un individu, Bob Sébastien, on l'attrape avec un AK-47 avec les autres des choses des militaires camerounais. Et vous dites c'est les députés et le maire qui nous ont donné et ils nous ont dit que nous on ne dit pas ça. Et les gendarmes les ont entendus devant un imam et devant un pasteur. Que moi j'ai causé avec le pasteur. Je fais l'enquête et je parle de faits. Dans une économie de guerre. C'est une économie de guerre et en plus on utilise ça donc maintenant pour régler le compte. 24 octobre 2020, à Kumba, l'école transformée en cimetière d'enfants. Ce jour-là, à Kumba, dans la région du sud-ouest, une attaque contre l'académie bilingue internationale Mother Francisca ne fut pas seulement un acte de guerre. Ce fut un anéantissement de l'enfance elle-même, oh Dieu. Des hommes armés arrivèrent à moto, vêtus de civils, s'infiltrèrent dans la cour et montèrent jusqu'à une salle de classe où des enfants étaient assis, attendant la fin de la matinée sans avertissement.
Des coups de feu retentirent, frappant ceux qui n'avaient jamais vu la guerre autrement que dans les mots d'adultes fatigués ou dans les films hollywoodiens. 7 enfants furent tués, 7 petites filles, leurs prénoms aujourd'hui gravés dans des mémoriaux silencieux. Et au moins 13 autres furent blessés, certains grièvement, d'autres pour toujours marqués dans leur corps et leur esprit par ces jours d'horreur. Les balles ne se contentèrent pas de faucher des corps. Elles arrachèrent des sourires, des projets de devenir maîtres, médecins, mères, pères, artistes, présidents, députés. Elles transformèrent une salle de classe en un tombeau d'innocence engloutie. Les Nations Unies, l'UNICEF et les organisations internationales parcoururent le monde pour dire leur outrage. Mais aucun geste, aucune parole ne pouvait ressusciter ces enfants qui avaient simplement voulu apprendre à lire et à écrire. Aujourd'hui encore, ces bancs vides rappellent que dans cette guerre, même l'école n'est plus un refuge. Le sentiment donc qu'on peut avoir, c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a un manque de volonté politique d'arriver à la résolution de cette crise. Pourtant, les solutions ne manquent pas. Les églises les ont proposées. Tout à l'heure, Moukete vous disait, il y a des solutions qu'on a proposées, les partis politiques, mais ceux qui nous gouvernent ont décidé de faire la sourde oreille et de n'avoir que la réponse militaire, la réponse armée, en considérant que c'est une question purement sécuritaire. 10 ans après, où est-ce qu'on en est? Un autre matin d'horreur, le 14 février 2020, dans le village d'Engabur, au nord-ouest. Ce jour-là, au moins 21 civils furent tués, parmi eux 13 enfants et une femme enceinte, dans ce qui fut qualifié par les observateurs comme un massacre ciblé contre des civils. Les soldats accompagnés des miliciens frappèrent avant l'aube. Les tirs ne firent pas de distinction entre combattants et innocents. Des maisons furent incendiées et des corps furent trouvés carbonisés à l'intérieur, comme si la terre elle-même avait voulu consumer ce qui restait de vie. Un village paisible devint un champ de deuil sans fin. Des mères qui avaient bercé leurs enfants la veille virent leurs petits étendus, immobiles, dans des pièces enfumées. Des pères creusèrent des tombes à la hâte, leurs mains tremblantes, leurs visages figés dans le froid. La nouvelle humanitarienne et plusieurs organisations internationales ont décrit ce massacre comme un tournant dramatique du conflit. Un moment où le fracas des armes n'a plus seulement visé des combattants, mais a ratissé les familles tout entières. En décembre 2021, dans les zones autour de Bamenda et Bengui, la riposte militaire contre une embuscade visant les forces de sécurité s'est transformée en une vengeance aveugle frappant ceux qui n'avaient jamais tenu une arme. Des soldats, dans une offensive qualifiée par certains observateurs de punitions collectives, tuaient plusieurs civils, brûlèrent des maisons et rasèrent des quartiers entiers. Des organisations locales et ONG ont documenté des scènes où des familles entières furent prises au piège, leurs foyers incendiés tandis qu'ils tentèrent de fuir, leurs cris noyés dans la fumée. Le brûlage des maisons et des meurtres de civils ont été documentés comme actes délibérés, indiquent des enquêtes indépendantes sur ces incidents. À Bengui Road, les témoins parlent de civils tués alors qu'ils ne participaient à aucun combat, des maisons consumées, des liens communautaires réduits en cendres et des familles jetées dans le désespoir. En Gomgam, des orphelins, des enfants, des jeunes et des adultes perdirent la vie dans la tourmente.
Certains corps retrouvés dans des conditions qui résonnent encore dans les récits des survivants, incapables d'oublier ce moment où l'humanité sembla se retirer de leur village. Dans cette affaire, un militaire a été cité qui livrait les armes aux ambassadeurs, à ces gens. Il a été déplacé. Il est où? Mais écoutez, le plus grave, je ne suis pas en train de faire l'appel, je ne fais pas de commentaires. Le plus grave, c'est que quelqu'un qu'on l'a arrêté avec les armes de pointe, il a été condamné par souci et pour payer un amende de 100 000 francs. Condamné par sursis. Je dis, je parle avec le fait à la boue. Un matin ordinaire, dans un village du nord-ouest du Cameroun, à quelques kilomètres seulement de Bamenda. À Chumba, la vie se déroule entre champs, maisons en banco et souris échangées avec les voisins. Le 10 décembre 2021, dès l'aube, ce qui semblait être une journée comme les autres se transforme en une épreuve de peur et d'angoisse. Des soldats du bataillon d'intervention rapide de l'Oubir, une unité de l'armée camerounaise, encercle le village. Selon des témoins, ce sont environ 50 hommes en armes qui bloquent les accès et commencent à fouiller les maisons porte par porte, sans qu'aucune confrontation ne soit signalée ce jour-là avec des combattants armés présents dans le village. Les habitants n'ont pas le temps de comprendre. Certains sont tirés de leur sommeil. D'autres entendent des coups sur les portes, des ordres donnés à voix haute par des soldats qu'ils ne reconnaissent pas. Hommes, femmes, enfants, tout le monde est convoqué vers la place du village sous le soleil du matin. Une quarantaine de familles, une centaine de personnes, hommes et femmes, parfois accompagnés d'enfants, se retrouvent rassemblés là-bas, pendant des heures, sans savoir exactement, sans savoir ce qui va leur arriver. Des témoignages recueillis par des organisations de défense des droits humains évoquent ces scènes. Des villages assis sous un soleil brûlant, leurs yeux cherchant un signe de clémence, leurs mains tremblantes, leur cœur battant la peur au ventre. Le plus tragique, et c'est ce qui est documenté, est ce qui se passe à la fin de cette journée. 4 habitants de Chumba, dont 2 femmes, disparaissent au cœur de cette opération. La communauté cherche partout, même dans les postes de gendarmerie à Bamenda, sans succès. Puis, le 29 décembre, leurs corps sont retrouvés par les villageois dans une maison abandonnée. Ils portent des blessures par balle à la tête. Selon les informations examinées par les chercheurs indépendants, c'est un choc pour ceux qui les connaissaient. Ces disparus n'étaient pas des combattants. Ce n'étaient pas des hommes armés. Ce n'étaient pas des visages masqués ou des silhouettes guerrières. Ceux-là étaient des voisins, des pères, des mères, des visages que l'on voit chaque matin dans les champs et au marché. Ce jour de décembre n'a pas été marqué par des combats déclarés. Ce n'était pas une zone d'affrontement direct ce matin-là, selon les témoins eux-mêmes. Et pourtant, la peur s'est déposée dans les esprits comme une marque indélébile. À un moment, les gens qui sont censés défendre le territoire du Cameroun, ramener la paix, si ces mêmes gens-là deviennent complices du désordre et de la guerre, parce que justement,
une économie de guerre s'est mise en marche. C'est développé. Ça veut dire qu'en réalité, Alors, et donc là, on est mal en c'est ce marche. qui ils mettent en difficulté les forces de défense et de Non sécurité seulement ils mettent même- qui, elles, font un travail. Non seulement ils mettent en difficulté les forces de défense et de sécurité, mais ça montre qu'il y a certaines brebis galeuses dans les forces de Dans ces défense forces, ouais. et de sécurité. Malheureusement, il faut pouvoir le dire. Au début de 2022, dans le village de Bam, au sud-ouest, ce qui aurait dû rester une communauté des voisins et des familles devint le théâtre d'exertion d'une violence inouïe. Des hommes armés, selon des témoins recueillis par des organismes internationaux, ont violé des femmes, ont torturé des hommes et ont traité des civils comme si leur corps n'était qu'un objet à maltraiter pour transmettre la peur. Dans cette attaque qui dura plusieurs heures, au moins 36 hommes furent emmenés de force et torturés, certains pour ce que leurs tortionnaires appelaient leur supposée proximité avec des combattants séparatistes. Des témoins racontent comment ces hommes subissent coups, humiliations et menaces de mort sans que personne ne soit là pour les protéger ou interrompre ces rites de terreur. Des femmes effrayées et seules furent également victimes de violences sexuelles commises sous couvert d'opérations militaires. Un acte qui ne laissa pas seulement des cicatrices visibles, mais un traumatisme qui se transmet comme une ombre dans les familles. La terre des Bam, fertile et vivante, devint le lieu d'une profonde atteinte à l'humanité même de ses enfants. Puis vint le 6 novembre 2023, une nuit où le sommeil pour les habitants d'Ekbekao, au sud-ouest, devint une porte ouverte sur l'horreur absolue. Aux alentours de 4 heures du matin, alors que la lune étirait encore ses ombres, une attaque brutale des combattants séparatistes connus sous le nom de Tigers of Ambazonia s'abattit sur le village. Des hommes armés ouvrirent le feu sur des maisons où dormaient des femmes, des hommes, des enfants, des vies ordinaires, innocentes, croyant encore aux promesses d'un matin meilleur. Au moins 20 personnes périrent. Certaines brûlées dans leur sommeil. D'autres criblées de balles alors qu'elles tentaient d'échapper aux flammes et aux tirs. Des maisons entières flambèrent. Des corps calcinés furent découverts à l'aube. Des familles entières disparurent dans la fumée. Les survivants entrèrent dans les rues encore chaudes, appelant des noms que personne ne répondit. Parmi les victimes, des femmes, des petits, des vieillards, des êtres humains piégés dans un monde où même la résilience semble trahie par la violence. L'attaque fut si brutale que l'ONU elle-même condamna publiquement cet acte meurtrier visant des civils innocents, appelant à la protection urgente des populations. Et puis, dans la chaleur torride de juin 2025, un autre nom s'ajouta à la liste tragique, Maloun Lopeti, dans la division des Buis. Au premier lieu d'un matin déjà lourd de tensions, des combattants séparatistes engagés dans la lutte. Buis United Warriors et alliés attaquèrent un poste de contrôle militaire. L'attaque tua 3 soldats camerounais et en blessa d'autres, ravivant une fois de plus la spirale des violences qui ne cesse de s'enrouler autour des populations civiles et des forces de sécurité. C'est un nom de lieu, mais aussi un écho. Des familles pleurent, ces soldats tombés loin de leur foyer, leur uniforme taché de terre et de sang,
Leurs mères seront des photos, leurs enfants, ne comprenant pas pourquoi leur père ne reviendrait plus. Un mouvement est toujours soutenu par des gens. Il y a ceux qui sont là pour des motifs, disons, fondamentaux, comme la session, effectivement. Il y a d'autres qui sont là pour des motifs opportunistes. Mais ça n'empêche pas que le fond du problème reste. Je dis une fois de plus, regardez les sécessions partout dans le monde. Vous connaissez cette sécession qui a mis 10 ans seulement? L'esprit de sécession dit, quand les gens ont en tête qu'ils sont colonisés, brimés par les autres, mais vous pouvez tuer, ça ne change rien, les enfants vont hériter de la haine. Le problème est là, donc il faut tout simplement combattre l'esprit de la sécession. Ce n'est pas les sécessionnistes qu'il faut combattre, c'est l'esprit de la sécession. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a amené les gens, les anglophones, à penser qu'ils sont devenus une colonie des francophones? C'est cet esprit-là qu'il faut détruire. Puis, surgit au début de 2026, un événement qui défie encore la raison et la compassion. Dans le quartier de Guy Dado, Andou, au nord-ouest, tôt le 14 janvier, 25h30 du matin, des assaillants armés pris d'assaut une communauté Mboro, tirant au sort et frappant des civils endormis dans leurs cases. Selon des autorités locales, au moins 14 civils furent tués. Parmi eux, 6 femmes et 7 enfants, âgés de 2 à 11 ans, tous membres d'une même famille. Les enfants de moins de 5 ans, qu'est-ce que ces enfants ont fait pour mériter la tuerie? Qu'est-ce que ces enfants ont fait qu'on les tue de ces manières aussi barbares? Kidado est aujourd'hui une terre de deuil où les corps reposent sous le soleil impitoyable, attendant seulement un peu de justice et une paix que personne ne sait encore dessiner. Le 11 février 2024 donné, il y a eu une explosion à la place de fête d'Nkambe. Il y avait à peu près 500 enfants qui ont été touchés. Certains sont amputés aujourd'hui. Il y a les autres qui ont peur. Il y a un qui est mort sur place. Et cet enfant est mort juste après quand les politiciens ont partagé l'argent quelque part à ses coins. Vous oubliez que il y a un député qu'on vient de le tuer après les élections, pendant les élections. Quelques jours, il y a un monsieur Ngwang Raphaël, celui le président de marché, comment on appelle ça, des tennis board. C'est lui, il partait en Cambé pour une réunion. On l'a tué en route. Il est le responsable des marchés publics dans la commune de Cambé. En partant pour une réunion là-bas de Bamenda, on l'a tué. Il fut un moment, seulement pendant cette occasion, vous savez qu'on a exhumé les corps de plus de 17 dans un cimetière de musulmans. Et pour faire quoi? Quand vous voyez les militaires, on arrête les gens chaque jour avec des ossements humains. Voilà le marché. Voilà ce qui sort de ces bois. Et vous savez, avec les limitrophes, avec Gaoundéré, avec Adamawa, avec Fumban, et dans le Noun, les choses sont comme ça. Depuis la transformation de simples manifestations pacifiques en guerre ouverte fin 2016, la vie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun est devenue un chapelet de tragédie. Ce qui avait commencé comme des revendications d'avocats et d'enseignants anglophones réprimés s'est mué en une guerre asymétrique d'une brutalité inouïe, où les civils sont constamment pris en étau entre forces gouvernementales et groupes séparatistes. Des centaines d'attaques ont été documentées depuis 2017, chacune laissant des répliques des douleurs dans des familles et des communautés entières. Ces événements successifs s'ajoutent à un bilan humain et social qui pleure
des torrents de larmes depuis près d'une décennie. On estime qu'au moins 6000 personnes ont péri depuis le début du conflit. Un bilan tragique dont la majorité sont des civils innocents pris en étau, selon les comptes rendus d'organismes internationaux et d'ONG spécialisés. Des centaines de milliers de civils ont été contraints de fuir leurs maisons, leurs terres, leurs racines, cherchant refuge dans des zones urbaines déjà fragiles comme Yaoundé, Douala ou Bafoussam, ou allant jusqu'à franchir la frontière pour se cacher au Nigeria voisin. Je pense que la décentralisation a été mise en place il y a presque 30 ans, je pense. Je pense que ça fait 30 ans. Et elle n'a jamais été effective. Parce que si on avait rendu la décentralisation effective, on aurait évité tellement de choses. Vraiment des choses simples. Et on connaît des ministères qui sont les plus réfractaires à la décentralisation. C'est-à-dire qu'ils ont lâché à peine 15%, alors que ça ne devait pas être le cas. C'est-à-dire que quand on est dans cette situation de gouvernance, je pense que c'est les conséquences de tout ça. Et nous ne sommes pas encore sortis de là. Parce qu'on n'a pas l'impression que cette situation est prise sérieusement au niveau du gouvernement. Ça veut dire que quelque part, il va falloir qu'il y ait une vraie, au plus haut niveau, qu'il n'y ait pas un double langage. On a vu à plusieurs reprises le Premier ministre d'ici et un autre ministre dit ça. Et ça pose un problème. Quand on pense à la guerre, on imagine d'abord la souffrance, les combattants en uniforme, les pertes humaines. Mais dans l'ombre de ces images de mort, se déroule une réalité encore plus insidieuse, une économie parallèle, un business macabre qui prospère dans le sang, la peur et la misère. Cette guerre, celle du Mozo, qui s'est prolongée pendant presque une décennie, n'a pas seulement détruit des vies, elle a créé des rentes, des violences, des réseaux de profits qui se nourrissent de la terreur quotidienne. Le racket, les taxes forcées, les contrebandes et les trafics illicites ont servi à financer des armes et à entretenir des milices, transformant la peur elle-même en une marchandise lucrative. Dans certaines zones, des enlèvements pour rançon, parfois exorbitantes, sont devenus fréquents. Des civils capturés au hasard sont maintenus en captivité pendant des jours, puis libérés après paiement, générant ainsi un financement occulte du conflit et perpétuant un cycle où la souffrance des familles devient ici un capital sinistre. Ce n'est plus simplement une guerre entre deux camps armés. C'est un marché noir complet où l'insécurité s'achète et se vend à prix fort, où la survie elle-même est une monnaie d'échange. Des villes comme Boya, jadis centre dynamique de commerce, d'éducation et de vie quotidienne, se vident. Écoles fermées, usines abandonnées, habitants contraints à un exil intérieur pathétique pour survivre ailleurs. Dans cette nouvelle économie, la guerre est parfois devenue plus lucrative que la paix, car chaque baril de carburant vendu entre deux camps, entre deux barrages, chaque troupeau extorqué sous menace et chaque rançon versée pour un captif libre entretiennent le système de violence et renforcent l'impasse du conflit. C'est une économie de guerre noire, un cycle vicieux où l'effondrement des structures étatiques laisse place à un réseau parallèle de domination et de profit. Attendu que le ministère public a exposé que courant 2017-2024, les autorités politiques et administratives de la ville d'Nkambé, pour maintenir la sécurité dans cette localité eu égard aux atrocités des sécessionnistes, ont créé le comité de vigilance dans plusieurs villages, notamment Ouad, le village de maire, et avec le village de députés. Pour la sécurisation de ces villages,
les accusés non militaires enrôlés comme membres de dit comité effectuaient certaines opérations avec les militaires du 52e BIM détachés au poste de localité sous la supervision du lieutenant Amadou Joseph, chef des opérations du 52e BIM. Que lors de ces opérations, les accusés non militaires abordaient l'ensemble trahis de l'armée de terre, tandis que Ba Kabiru portait et détenait un AK-47 doté par Amadou Joseph, tandis que les autres utilisaient le fusil de chasse doté par les autorités. La crise a transformé des villages entiers en zones de désolation. Selon des analystes indépendants, près de 900 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, contraintes de marcher des jours pour trouver un autre endroit où dormir. Souvent sans toit, sans travail, sans promesse d'avenir. Ces déplacés, hommes, femmes et enfants, errent dans ce qui est décrit comme un exil intérieur, avec des infrastructures sociales, écoles, hôpitaux, marchés, qui sur de l'arbre sous leurs yeux. Pourtant, les contrats, marchés publics et privilèges liés à la guerre continuent de circuler au sommet des pouvoirs, comme si le chaos était une manne trop lucrative pour être stoppée. La paix, dans un monde idéal, devait être le vœu le plus cher de chaque peuple meurtri par la guerre. Elle devrait être l'horizon vers lequel tendent les gouvernements, les organismes internationaux, les familles endeuillées et les survivants qui marchent dans les rues, désertés de leurs anciens villages. Mais dans le conflit du Nozo, la paix, au lieu d'être une aspiration universelle, est devenue une menace pour ceux qui ont trouvé dans la prolongation de la guerre un moyen de profit et d'influence. Des rumeurs, des dénonciations et même des critiques publiques se multiplient dans les milieux humanitaires, politiques et associatifs. Des aides humanitaires qui n'atteignent pas toujours leurs bénéficiaires. Des marchés publics opaques liés aux opérations sécuritaires et des collusions tacites pour partager les spoils du conflit ne sont pas seulement des murmures dans la rue. Ils reflètent, selon plusieurs observateurs et acteurs du terrain, un scandale potentiellement irréparable où la paix signerait la fin de certains appétits particuliers. Depuis plusieurs années, des voix se lèvent pour dénoncer l'obstruction de l'aide humanitaire dans les zones anglophones, notamment parce que l'accès est souvent rendu difficile par les combats et par les suspicions de certaines autorités. Des organisations telles que Human Rights Watch ont signalé que dans certaines zones, les acteurs humanitaires font face à des restrictions, parfois même des suspensions d'activités, comme celle de Médecins sans frontières en 2020, sous prétexte de sécurité, mais qui retardent l'arrivée de l'aide essentielle aux civils vulnérables. Les accusations vont plus loin. Dans certains discours officiels, des ministres et hauts responsables ont affirmé que des ONG et agences humanitaires seraient manipulées ou complicités de groupes armés, ou qu'ils utiliseraient leurs opérations pour des fins politiques. Des organisations internationales telles qu'Amnesty International et une coalition d'ONG ont appelé à des enquêtes crédibles et indépendantes sur les violations des droits humains commises par toutes les parties au conflit, y compris les forces de sécurité camerounaises, estimant qu'une absence de responsabilité renforce un climat d'impunité.
Elles ont décrit le manque de réponse aux allégations graves, des violations et l'arrestation ou intimidation de ceux qui dénoncent ces actes, y compris des journalistes et défenseurs des droits humains. Le manque de transparence peut donner l'impression que certains intérêts financiers et politiques préfèrent le maintien du statu quo qu'à la paix, si elle était véritablement poursuivie, mettre fin à des flux d'argent opaques, qu'ils proviennent des contrats militaires, des marchés publics ou des détournements d'aide humanitaire. Dans ce contexte, la paix apparaît même comme une menace pour ceux qui ont bâti des positions d'influence ou des réseaux d'intérêt autour du conflit. Quitter la guerre signifierait prendre le risque de perdre non seulement des privilèges, mais aussi des revenus, des contrats et des positions politiques. C'est cette logique qui va au-delà du simple désaccord politique ou militaire, qui est qualifiée par certains observateurs, défenseurs des droits humains et analystes comme une forme de trahison d'État, non pas dans le sens d'une conjuration, mais comme une défaillance collective à protéger la vie de ses citoyens et à mettre fin à une guerre qui ronge l'âme de centaines de milliers de familles. Dans les villages du Nozo, là où des enfants ne reviendront jamais à l'école, où des mères pleurent des maris tombés sans raison et où des pères errèrent en quête d'un avenir qu'on leur a volé. La paix n'est pas seulement un objectif, elle est une urgence humaine fondamentale. Et tant qu'elle sera perçue comme une menace par ceux qui sortent enrichis ou renforcés par le conflit, la guerre continuera de faire des orphelins et des veuves dans ces collines meurtries. Merci.